au micro de Zetounion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RSL Radio. Tout d'abord, je tiens à préciser que cet entretien a été enregistré le mardi 27 janvier 2026. Bonjour Pascal Peintre, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, on va commencer directement. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre nom, votre âge, votre métier et potentiellement vos passions si vous en avez Alors ça pourrait être long, donc j'ai 55 ans. Je m'appelle Pascal Peintre, je suis sétois, issu d'une vieille famille sétoise, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois pendant cette campagne. J'ai la passion de Sète, d'abord l'amour de ma ville, comme tous les sétois, parfois trop d'ailleurs. Hein. On est souvent chauvins, caractérisés comme des chauvins, mais c'est bien. On défend un beau capital. Après, j'ai deux passions. Donc, je suis musicien depuis longtemps. Je pratique, alors moins qu'avant, mais je continue. J'écoute beaucoup de musique quand j'ai le temps. Et la cuisine, voilà. Donc, je cultive ce patrimoine de l'art de la table à 7 de génération en génération. des bons petits plats pour les Sétois, du coup. Oui, des bons petits plats sétois. C'est Aussi pour les autres et qu'on a toujours à cœur de partager, de faire découvrir. Non, j'aime bien recevoir et recevoir autour d'un bon plat, oui. Quel est votre lien avec Sète ? Vous venez de dire que vous étiez très attaché à votre ville. Quel est votre lien avec Sète ? Écoutez, je suis issu d'une famille du côté de mon père de commerçant historique de Sète, de la rue Gambetta, et du côté de ma mère du Quartiot. Donc ma famille est arrivée en 1850. Voilà, donc en dehors de ça, j'ai eu un parcours sétois. Jeune, j'ai pratiqué le football, le tennis-ballon. Donc je le disais aussi, j'ai pu parfois me produire avec un groupe de musique aussi, après être passé par le conservatoire. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'aux marches du collège et du lycée Paul Valéry, avant de rejoindre la fac sur Montpellier. Voilà, et donc je vis à Sète, je suis donc dans le quartier du Barou. C'est un quartier assez paisible et assez préservé. Voilà, donc beaucoup d'amis à Sète, ma famille, je le disais, mon fils de 19 ans, voilà, que j'ai élevé ici, qui vit ici également. Et je suis aussi un assidu des joutes. Alors je dis souvent passionné, bon, j'ai pas pratiqué, ou peu de fois, suffisamment pour entendre le bruit de l'eau quand je suis tombé. Non, j'adore assister aux tournois depuis toujours. Et donc, d'ailleurs, mon fils Paul a fini par intégrer le milieu des joutes il y a 2-3 ans, voilà, qu'il pratique assidûment. Il a quand même gagné la Coupe de France. On peut lui faire un petit clin d'œil quand même. Tout à fait, cette année, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est quelqu'un d'assez humble et de discret, donc voilà, il n'a pas pavoisé, mais s'il fait quand même le soir même, il a fait une belle fête, je pense. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont souvent désintéressés de la politique. Ils trouvent que c'est pas assez concret, que c'est trop théâtralisé, qu'il n'y a plus de réelle conviction. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre aujourd'hui de se déplacer et d'aller voter pour Pascal Peintre ? Bon, d'abord, les jeunes, ils ne sont pas différents des adultes, même si peut-être le problème est plus intense chez eux, mais je dirais qu'il y a une crise de confiance générale de toute façon, que la parole politique a perdu beaucoup de crédit, que les gens d'une manière générale sont désabusés de toutes ces promesses que nous entendons voilà, depuis de nombreuses années. Donc je dirais que chez les jeunes, c'est peut-être encore plus fort. Ils ont grandi aussi au gré de toutes ces dernières crises. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de soleil durable quand même dans la vie politique ou dans la vie en général, que ce soit au niveau national, international. Voilà, il y a des conflits partout, tout est devenu très compliqué. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Donc crise de confiance, je le disais, la question de l'exemplarité aussi. Bref, je pense qu'il y a un vrai décalage effectivement entre la vie de tous les jours et puis ce qu'on peut entendre ici et là sur les plateaux télé. Donc pour les faire revenir, oui, je pense qu'il faut pas de démagogie, il faut être dans le pragmatisme, il faut être dans le concret. Il y a aussi une question d'éducation, de citoyenneté. Je pense que voilà, la question politique en général, elle est assez loin des préoccupations du quotidien, on le disait. Donc je pense qu'il faut
essayer de leur remettre le pied à l'étrier progressivement. Alors pas forcément pour la politique politicienne, mais essayer de faire en sorte qu'ils soient concernés par les décisions qui vont impacter leur vie d'aujourd'hui et de demain. Donc après, concrètement, sur une élection comme les élections municipales, il y a des choses à proposer pour la jeunesse et nous, on s'est effectivement beaucoup penché là-dessus, non par démagogie, là encore, mais parce on souhaite que cette reste cette dans les prochaines années et dans l'avenir et que la meilleure garantie pour que cette reste elle-même, c'est de parier sur la jeunesse, de fixer les jeunes à 7, de faire en sorte qu'ils grandissent bien, qu'ils s'y épanouissent. Donc ça peut être dans le sport, ça peut être à l'école, ça peut être dans pas mal de secteurs. Aussi qu'on y propose une offre de divertissement, on y reviendra peut-être. En tous les cas, voilà, on propose sur cette entrée est, où se trouve le studio aujourd'hui, d'établir une zone de loisirs, une véritable zone de loisirs, en élargissant le pôle culturel qui a commencé déjà à se construire, à se développer. Et après, bon, évidemment, les 3 sujets les plus importants, c'est l'enseignement supérieur et la formation, c'est le logement et l'emploi. Donc là, il faut vraiment faire feu de tout bois pour faire en sorte que les jeunes trouvent des réponses à leurs attentes. En quelques mots, si vous deviez donner 3 projets phares, j'ai lu votre programme, j'ai vu notamment Merci. par exemple un palais des congrès. Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors ça ne concernerait pas forcément les jeunes. Le sujet du palais des congrès, c'est plutôt pour développer le tourisme d'affaires. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui existent aujourd'hui, donc on pourrait se dire oui, mais pourquoi une de plus avec un palais des congrès? Le palais des congrès, ça répond vraiment à une demande particulière, c'est celle des entreprises, avec un bureau des congrès qui est chargé d'organiser une offre réceptive pour les séminaires, pour les salons. Donc ça développe un tourisme à l'année et ça peut aider à développer l'emploi à l'année et surtout cibler des clientèles à fort pouvoir d'achat, donc qui aurait tendance à tirer un peu la ville vers le haut. La question du tourisme, c'est pas toujours plus, mais c'est aussi peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc un palais des congrès, c'est un outil, un levier parmi tant d'autres pour essayer de développer l'économie et l'emploi sur le territoire. D'autres projets phares Sur le programme sur en le programme général, en général, ouais. écoutez, on parlait des jeunes et on parlait de cette entrée Est, sur laquelle, évidemment, on ne souhaite pas voir se développer les 2300 logements qui sont prévus, avec le dossier qui a été voté au mois de juin, dossier de réalisation. On souhaiterait, nous, y développer, par exemple, un ensemble plutôt destiné à la jeunesse, avec un campus d'enseignement supérieur. Il paraît assez symbolique de ce qu'on veut pour cette ville et pour l'avenir. Le pôle universitaire Michel Leveille a été développé, c'est une très bonne chose. Il faut être toujours objectif et honnête. En revanche, c'est déjà assez occupé. Nous, on parierait plutôt sur une poursuite, dans tous les cas, de cette démarche avec la création d'un campus d'enseignement supérieur, des résidences étudiantes à côté, parce que ça marche ensemble. Voilà. Et un troisième projet, il y en a beaucoup. Moi, je dirais d'une manière générale, investir massivement la question de l'emploi et du développement économique, qu'on vient d'évoquer rapidement, mais je dirais, soutenir toutes nos activités traditionnelles, développer et essayer de saisir les opportunités qu'offrent tous les secteurs d'avenir qui sont vraiment liés au territoire, que sont l'économie bleue, l'environnement, etc. Donc je dirais, un troisième projet assez transversal, ce serait évidemment d'investir massivement la question de l'emploi, puisque ça rejaillit sur pas mal de sujets pour la ville, en particulier la question de son vieillissement. On sait que si on a des étudiants et des actifs, alors on ne dit pas qu'on va renverser la table, on dit simplement qu'il faut essayer de contrer cette tendance du vieillissement sur la ville. Ça, c'est très important. Sinon, on finira avec beaucoup de touristes, beaucoup de retraités à fort pouvoir d'achat, mais avec une ville qui sera moins active. Et ça, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour la ville. Le logement, aujourd'hui à 7, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. C'est aujourd'hui difficile de se loger à 7, notamment pour les jeunes, mais pas seulement. Quelle est votre position par rapport à cela ? D'abord, nous pensons avec les gens qui m'accompagnent que l'équation aujourd'hui qui est en place, en fait, ne permet pas d'avoir toutes les réponses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup développé de programmes immobiliers avec l'objectif de loger des Sétois. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on s'est beaucoup étalé sur le plan urbain, mais que beaucoup de Sétois sont allés se loger et habiter en périphérie, dans les villages voisins de l'agglo,
Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est effectivement le prix qui est très très élevé, notamment dans l'accession à la propriété. Donc il y a pas mal de choses à faire pour essayer de modifier en fait cette équation. Euh, En premier lieu, bon, on l'a dit, d'autres le disent, et là aussi, il ne faut pas être toujours dans le cliché, les oppositions, mais il faut absolument prioriser les résidences principales. Il y a 7000 logements secondaires à 7 sur 31 000 logements. C'est beaucoup trop. Donc ce qui a été fait est fait. Aujourd'hui, il faut modifier la tendance. Donc il faut arrêter de produire des T1, des T2 et des résidences secondaires dans le cadre des futurs programmes immobiliers neufs. Ça, c'est essentiel. Voilà, ça ne va pas tout régler, mais ça permettra d'amorcer un virage. Ensuite, il faut poursuivre et amplifier probablement la requalification des immeubles anciens sur la ville. Il y a beaucoup de gisements d'habitation sur le cœur de ville, le cœur de ville ancien. Ensuite, sur la question du logement, il y a des dispositifs. Là, c'est un peu plus technique, mais il y a les baux réels solidaires, par exemple, qui permettent en fait de garantir un prix de sortie qui soit moins élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous achetez uniquement l'immeuble et vous n'achetez pas le foncier qui reste la propriété soit d'une foncière, soit de la collectivité, par exemple. Donc ça, évidemment, ça a pour effet de réduire le prix de sortie. Vous avez également les PSLA qui sont en fait aussi des modèles d'accession à la propriété qui sont progressifs, c'est-à-dire pendant tout un temps, vous payez votre loyer et puis ensuite vous pouvez basculer sur l'achat. Voilà, donc ça, c'est des dispositifs un peu nouveaux qui ne sont pas applicables partout, mais en tous les cas qui comportent une partie de la solution. Voilà. Il y aurait encore pas mal d'autres choses à faire. Résidence étudiante, on en a parlé. Il y a les aides municipales qui existent déjà, qu'il faut absolument pérenniser pour l'accès, pour les primo-accédants. Et puis, il y a d'autres choses à faire. Il y a les résidences intergénérationnelles qui permettent effectivement de mixer à la fois les attentes des seniors et puis des jeunes. Voilà, il y a pas mal de choses à explorer. Dans tous les cas, ce n'est pas la production de logements à tout crin avec pour effet l'étalement urbain qui peut être la seule réponse à la question du logement à 7. Un sujet qui revient de plus en plus depuis maintenant un bon moment, c'est le parking et la place Aristide-Briand. Le parking, il est quasiment terminé. Quelle est votre position par rapport à cela, mais surtout sur l'avenir de cette place qui est le centre de Sète, qui est la place où beaucoup ont grandi, et peut-être vous d'ailleurs. Ouais, je prenais les motos électriques là, effectivement, comme mes copains. Non, précisément, ma grand-mère habitait avenue Max Dormois, et moi, à partir de mes 18 ans, quand j'ai eu le permis, je n'ai pas cessé de faire le tour du château d'eau à l'époque pour trouver une place. Donc moi, je suis pour la recherche de solutions de stationnement. Je pense que les parkings enterrés sont une bonne chose. Est-ce qu'il fallait le faire là ou ailleurs ? Il y avait probablement d'autres options. Moi, je ne vais pas refaire l'histoire. C'est fait, c'est acté. Alors, ce qu'on peut acter, c'est que ça a coûté à peu près le double du prix initial. Bon, ça, c'est quand même un problème, parce que c'est toi qui vont devoir payer l'addition. Sur la question du prix, justement, il y a quelque chose à dire. Moi, je pense que les tarifs de stationnement des parkings enterrés pour les Sétois sont hors de prix. On est dans une période de crise où tout le monde souffre. Donc ça, c'est quand même un impact direct sur le pouvoir d'achat des Sétois. On a proposé de réduire à peu près de moitié le prix de l'abonnement mensuel des parkings enterrés. Donc il faut qu'Aristide-Briand ce soit la même chose. Donc j'ai vu qu'il y avait des promotions là, pour les inscriptions. Bon, il faut être sérieux, il faut proposer quelque chose de périn. Ensuite, ce parking, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les commerçants qui attendent impatiemment de pouvoir ne plus être impactés par les travaux. Donc là, il est urgent de terminer la place. Et c'est également un parking qui peut présenter des opportunités, je le disais tout à l'heure, pour les résidents. Donc pour moi, ce parking, il est à vocation d'abord pour commercial, à vocation des résidents. Et après, il faut organiser une jauge intelligente également avec les non-résidents qui pourraient y accéder. Mais nous, les non-résidents, on préférerait qu'ils stationnent à l'extérieur de la ville. Et cette place, alors, du coup, au-dessus du parking ? Écoutez, on espère que la place finale, en tous les cas, respectera tout ce qui a été imaginé, qui a été vendu, entre guillemets, et notamment la question de la végétalisation. Là, actuellement, quand on y passe, on a du mal à y voir clair sur comment ça va se passer. Il y a encore différents niveaux, il y a des trous partout. Donc, écoutez, la place, elle doit redevenir un lieu de vie pour les jeunes, pour les moins jeunes, un lieu de balade.
Évidemment, ce serait bien qu'il y ait des arbres qui produisent de l'ombre parce que on sait que c'est une fournaise à Sète maintenant de plus en plus avec les épisodes caniculaires. Voilà, donc, et oui, pardon, un point important, il est urgent d'y réinstaller des animations, à commencer par le marché qui avait déménagé au quai d'Alger, donc il est très urgent de le ramener sur la place Aristide-Briand pour retrouver notre effervescence du mercredi matin. Et, euh, et voilà, et puis après, on parle de ce marché de Noël que tout le monde attend. Alors, il y a probablement plein d'autres choses à y retrouver, mais il faut réinstaurer des animations au plus vite sur cette place et ensuite un lieu de vie et de bien vivre dans le cœur de ville de Sète. Sète, c'est une ville au niveau culturel qui est extraordinaire. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ça. Vos propositions pour la culture? Bon, l'honnêteté m'oblige aussi à dire qu'il est toujours difficile de faire plus là, en matière de culture. Et faire plus, ne pas faire plus, dans tous les cas, ça ne veut pas dire ne rien faire. Nous, on prône plutôt d'essayer d'élargir la palette et de diversifier. Donc, on est effectivement conscient de l'énorme capital culturel dont dispose aujourd'hui la ville, par une politique qui a été menée de manière très volontariste depuis des années. Donc, il faut d'abord rassurer tous les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans tous les secteurs. On parle souvent évidemment des festivals, du théâtre de la mer. On a évidemment cette grande fierté de la scène nationale, de notre théâtre Molière. Les Beaux-Arts, le conservatoire, la passerelle. Voilà, les lieux sont multiples et les équipements, les infrastructures. Donc, au-delà de l'offre existante aujourd'hui, nous, en tous les cas, nous proposons de diversifier. Il nous semble que dans la programmation, on peut faire des choses un peu différentes. Voilà, on a parlé de spectacles humoristiques, de lyrique, de théâtre de boulevard, etc. Donc, il n'est pas question là aussi de faire ça au détriment du reste. Il est question de compléter, voilà, en recherchant les modèles, puisqu'on sait que tous ces spectacles coûtent cher. Donc, il faudra trouver des modèles de financement et de portage. Ensuite, on aimerait modifier l'offre aussi pour ce qui concerne les lieux. Donc, je viens de citer un certain nombre d'infrastructures, mais il y a peut-être des lieux un peu singuliers qu'on n'a pas encore explorés à Sète. Le panoramique des pierres blanches, les canaux, le brise-lames, sous réserve que l'accès soit quand même bien encadré, bien réglementé. Il y a un certain nombre d'endroits à Sète où on peut être ramener ou amener un peu plus la culture en ville. Voilà. Et ensuite, on a parlé aussi beaucoup des publics. On peut accentuer la présence de la culture dans les écoles. On peut accentuer la présence de la culture auprès des seniors, auprès des quartiers prioritaires. Et j'en profite pour dire que avec la passerelle, on bénéficie d'une infrastructure de tout premier plan, de toute première qualité, et qu'il me paraîtrait intéressant d'y développer aussi de la programmation de manière plus intense, plus régulière. Il y a des studios d'enregistrement, il y a un certain nombre de choses au sein même d'un quartier prioritaire. Je pense que ce serait un bon symbole. Voilà, donc sur la culture, pas mal de choses à faire, soutenir les jeunes talents. On a proposé sur la passerelle de créer une scène ouverte pour la pratique amateur. Il n'y en a pas à Sète. Voilà, on avait quelques endroits à Sète avant où on jouait de la musique avec les copains, musique amateur. Bon, ce serait bien de pouvoir offrir la possibilité aux amateurs aussi de jouer ensemble dans des endroits ouverts, quoi. Voilà, pas mal de choses à faire. Sète, c'est une ville aussi culturelle que sportive. Au niveau du sport, pas mal de débats sur le développement du sport à Sète et sur vos propositions sur le sport. Alors, un sujet qui n'est pas simple non plus, parce que la société a changé, les modèles ont changé. Donc, c'est vrai que on est une ville sportive depuis 100 ans. On a gagné beaucoup de trophées. On a eu des athlètes incroyables dans à peu près toutes les disciplines pour une ville de 45 000 habitants. Le sport, c'est beaucoup plus cher qu'avant. On avait peu ou prou 3 clubs en élite qui sont peu ou prou toujours là, à ceci près du FC 7, effectivement, qui a eu des mésaventures, mais qu'on souhaite évidemment voir renaître et se développer. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui à l'intérieur du club pour avancer et remettre les choses dans le bon ordre, et c'est heureux. Non, la question, c'est sur le sport, là aussi, est-ce que c'est l'élite, l'associatif? Ce qui est important, c'est qu'il y ait une écoute égale et équitable pour tout le monde. Il est important aussi, dans les critères d'attribution des subventions,
qu'on ait le maximum d'objectivité. Voilà, bon, ça doit se pratiquer à peu près partout, donc attention à la tête du client, au clientélisme, etc. Je pense que c'est pas très bon. Je pense que les Sétois sont attachés à ce que les jeunes grandissent bien dans les clubs, s'y épanouissent. Donc, surtout, bien considérer la question de l'associatif et des jeunes dans les clubs, ça c'est essentiel. Ça ne veut pas dire au détriment de l'élite, ça veut dire que voilà, qu'on ait un ensemble qui soit globalement bien équilibré. On a proposé un certain nombre de choses pour peut-être essayer de redonner de la cohérence et une bonne coordination. C'est de revenir à un outil qui est un peu ancien, c'est l'Office municipal des sports, qui permettrait de réunir tous les acteurs et d'avoir un échange, un espace de travail et d'échange qui soit efficace. Voilà, pour avoir une politique municipale du sport qui soit la plus cohérente possible. Voilà, et après, soutenir évidemment les jeunes. Alors, je sais qu'il y a encore une classe sport qui existe à Saint-Jean, mais on aimerait réinstaurer un peu ces classes sport pour accompagner la performance des jeunes talents sétois et faire en sorte que ça cohabite du mieux possible avec la scolarité. Voilà, beaucoup de choses à faire. Dans tous les cas, réaffirmer l'ambition sportive de la ville. Et enfin, d'un point de vue de l'investissement et des infrastructures, on entend parler de ce boulodrome couvert depuis des années. Nous, on n'a pas dit qu'on allait le faire, on n'est pas dans la promesse. On dit qu'on souhaitera, en tout cas, bien lancer la réflexion et l'étude sur le projet, où on le fait, qui le porte, combien ça coûte. Enfin voilà, il importe de faire les choses correctement. Il y a d'autres sujets. Alors un sujet qui est un peu symbolique pour moi, ce stade Georges Bérou, je crois qu'on en a parlé tous les deux déjà. On voit ce stade dépérir, qui porte une grosse partie de l'histoire sportive sétoise et du football en particulier. On y accueillera probablement plus les mêmes compétitions que par le passé, notamment par rapport à la réglementation. Mais je pense qu'on doit proposer une cure de jouvence au stade Georges Bérou pour qu'il se maintienne et qu'il permette qu'on y accueille dans tous les cas des compétitions municipales, régionales. Je pense que ça le mérite. Le rugby y est aujourd'hui, mais le rugby a probablement envie de s'y sentir mieux. Donc il y a des travaux, il y a de l'investissement à engager de manière significative. Ici RSL. Maintenant, on va parler d'un sujet sensible qui revient beaucoup, notamment quand on parle avec les jeunes, c'est la situation à l'île de Thau. Aujourd'hui, on parle d'insécurité, on parle de narcotrafic. Alors, c'est des sujets qui sont forts, qui sont compliqués à aborder. On sait qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment à l'île de Thau. Qu'est-ce que vous proposez-vous pour ce quartier qui a connu des difficultés, notamment en matière de sécurité? Alors, évidemment, c'est un sujet. Il y en a plein d'autres des sujets à 7, mais celui-là, il ne faut pas l'éluder. Ils viennent de bénéficier effectivement d'un vaste chantier de requalification avec l'Agence nationale de rénovation urbaine et avec l'État qui a investi massivement sur le quartier. D'abord, il ne faut pas oublier l'autre quartier prioritaire aussi qui est en ville, et donc il y en a deux. Sur la question de l'île de Thau, où effectivement qui concentre beaucoup d'habitants, moi, mon sentiment général, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est assez pesant effectivement de constater que, en fait, on n'arrive jamais à sortir ces personnes et ces quartiers de toute cette inégalité territoriale, sociale, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible. Donc, il y a à peu près je crois que c'est à peu près 35% des moins de 26 ans qui sont sans emploi. Donc, je veux dire, on n'est déjà pas très bien doté en matière de chômage à 7, mais là, c'est vraiment très significatif. Moi, je pense qu'il faut, c'est une nouvelle donne là-bas. Il faut vraiment mettre le paquet. J'ai été traité ici là d'homme de dossier, ça me va très bien. Je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut sortir, je dirais, des process un peu habituels. Tous les acteurs se battent pour essayer de faire des choses, ce n'est pas la question. Je pense qu'il faut aller au-delà. Et il faut vraiment s'engager de manière significative pour le faire. Alors, la clé de voûte là, de cette démarche, pour moi, c'est l'emploi. Je pense que l'emploi, derrière l'emploi, il y a la reconnaissance sociale, il y a la lutte contre les inégalités, il y a du pouvoir d'achat, il y a la possibilité peut-être demain d'accéder à un logement. Donc, je pense que la clé, c'est l'emploi. Alors évidemment, après, il y a tout ce qui est autour de prévention, d'éducation, de citoyenneté, la sécurité, je reviendrai dans un instant.
Mais donc, il faut être très volontariste sur la question de l'emploi. Il y a des dispositifs de type mentorat qui sont à développer. Il faut vraiment sensibiliser, et plus que ça, il faut faire bouger les entreprises, notamment avec la clause sociale qui mérite d'être vraiment bien appliquée, hein, qui permet effectivement de recruter les jeunes du quartier sur des quartiers prioritaires sur les marchés publics. Il faut aller au-delà. On a proposé une régie de quartier. La régie de quartier, ça permet en fait d'employer les gens du quartier sur un certain nombre de secteurs d'activité. Ça peut être l'aide à la personne, les végétaux, le nettoyage, les petits travaux. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet voilà, de développer l'emploi directement avec les gens du quartier. Et ensuite, bon, évidemment, il y a la question des associations, hein, notamment liées à l'insertion. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Il faut les soutenir, il faut les rassurer sur le soutien, il faut bien les coordonner. C'est important. Et ensuite, on a entendu parler un peu tous ces derniers temps d'une baisse un petit peu de toutes les animations sur le quartier. Il est essentiel de ramener un maximum d'animations sur le quartier, qu'elles soient sportives, je le disais tout à l'heure, culturelles. Donc voilà, il faut en tous les cas ne pas laisser le quartier à la marge de ce qui se passe partout en ville. Donc c'est une vaste question, mais qui mérite un engagement plein et entier. Pour ou contre, du coup, un commissariat de proximité dans le quartier de l'île de Thau? Bon, ça, il faut. Bon, moi, sur le principe, je suis plutôt pour le retour d'un commissariat de police municipal. Bon, pour avoir un peu discuté ici et là avec des gens qui connaissent bien le sujet, la question est de savoir si ça mobilise pas trop aussi de personnel d'ouvrir un poste en fixe. Donc ça, il faut bien le poser sur la table avec les acteurs. Et il faudra, en tous les cas, il n'y a pas de principe. Par principe, c'est ni oui ni non. Il faut vraiment le creuser. Je pense que symboliquement, ce serait plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, il y a le PC mobile qui est effectivement actif sur l'île de Thau. Est-ce qu'il faut augmenter la présence du PC mobile ou faire un commissariat fixe? Il faut en discuter, il faut le creuser. Après, nous, sur la question de la sécurité, on a effectivement on a été un peu clivant, mais pas, là aussi, pas par démagogie. On a proposé de recruter 30 policiers municipaux supplémentaires. D'abord, je pense que si on n'en recrute qu'une dizaine, je pense qu'il n'y aura pas d'impact réel, il n'y aura pas d'effet réel en fait sur la situation de la ville. Le problème n'est pas le problème est l'évolution de la société depuis toutes ces dernières années. Voilà, on n'a peut-être pas assez porté aussi la question de la sécurité localement, hein, parce on avait fait le choix d'autres sujets, pas une critique, c'est un constat. Et donc, avec 30 policiers municipaux supplémentaires, l'idée, nous, c'est de mettre en place une police 7 jours sur 7, H24, mais surtout de remettre en place une police de proximité. Et si vous voulez avoir une présence efficiente pour récupérer du territoire sur le terrain, ben, vous avez besoin d'avoir un peu plus de policiers. Si ce n'est que pour garnir le centre-ville, ce sera insuffisant. Donc il y a pas mal de quartiers à 7 qui ont besoin d'une présence policière, notamment autour des commerces de proximité, mais pas que. Et évidemment, sur l'île de Thau, on a besoin d'y être de manière plus significative pour vous répondre, y compris d'ailleurs, pourquoi pas, en spécialisant une partie de nos policiers sur la brigade anti-stup qui viendrait en complément de la police nationale. Ça a été fait à Béziers, par exemple, avec pas mal de réussite. Voilà, donc il faut, là, sur la question de la sécurité à l'île de Thau, là aussi, c'est vraiment faire preuve de volontarisme. Je reprécise qu'on n'a pas oublié qu'il faudra demander à l'État de nous donner des renforts, mais je pense que vu la situation des finances de la France, ça va mettre un peu de temps à arriver. Donc il faut ne jamais cesser de demander ces renforts et en même temps d'organiser des solutions locales, parce que sinon on va arriver à rien. La Saint-Louis, c'est la fête de Sète et des Sétois. Dans l'organisation de la Saint-Louis, on voit que ces dernières années, ça évolue, il y a de nouvelles choses, notamment hors joute. Par rapport à cette organisation-là, qu'est-ce que vous apporteriez, vous, en tant que maire de Sète, futur maire de Sète? Écoutez, Est-ce qu'il y en aurait? On n'en est pas là. Non, la question, c'est une question de principe. On est tous très, très attachés à nos traditions, à l'identité aussi, à manipuler avec des pincettes ce terme, mais ce n'est pas non plus un vilain mot. En tous les cas, notre singularité, à notre authenticité. Nous, on est très attachés. J'ai Loïc Delia qui m'accompagne, Anthony Ligori aussi, Nicolas Rouvière aussi qui a pratiqué la joute.
ce qui importe, c'est de trouver le bon équilibre entre le respect de la tradition et la fête. Voilà. Si la question, c'est que ça évolue vers une fête de type Feria de Béziers, bon, là, c'est non. J'ai rien contre la Feria de Béziers, qui, au demeurant, aussi a de belles traditions. Non, il faut absolument qu'on garde cet esprit des joutes, des tournois. Donc, faire la fête, oui, mais voilà, toujours trouver un bon équilibre entre le sens. Enfin, il faut trouver du sens dans les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y est. La seule nouveauté, moi, en dehors du principe à garantir, la seule nouveauté que je verrai, c'est d'essayer d'ouvrir la Saint-Louis à d'autres quartiers de la ville. Il me semble que c'est extrêmement concentré sur le centre-ville et que la Saint-Louis, c'est la fête de la ville et qu'il y a d'autres quartiers à 7. Donc, si l'organisation, la question de la sécurité le permettent, moi, je serais assez d'avis d'essayer d'élargir un peu la Saint-Louis à l'ensemble de la ville, si on le peut, par exemple. Le tourisme, c'est un débat infini à 7. C'est un phénomène qui à la fois fait vivre la ville grâce au commerce, mais qui pose aussi la question des embouteillages, de la surpopulation estivale. Quelles sont vos propositions par rapport à ça, ou plutôt vos limites et vos propositions? Tout à fait, c'est encore une question d'équilibre. Le tourisme, c'est le principal contributeur effectivement à l'économie locale et à l'emploi local. Les choses ont évolué en matière de tourisme. Pourquoi ? Parce que depuis 25 ans, on a parié sur un modèle d'attractivité, de rayonnement, de notoriété, puisque il y a 25 ans, c'était une nécessité. Aujourd'hui, les choses se sont grandement transformées. Nous sommes très notoires, toute la France veut venir à 7. Et malheureusement ou heureusement, on est une presqu'île. Donc, à un moment donné, ça ne rentre plus. Donc, ce qui importe, c'est de trouver le bon équilibre là aussi pour que la vie des gens qui y vivent, y travaillent, y élèvent leurs enfants ne soit pas trop impactée négativement. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, je reviens d'abord sur la question de l'activité économique et de l'emploi. Donc, le tourisme, il faut le soutenir. On a parlé tout à l'heure du tourisme d'affaires. Comment dirais-je, on peut parler du commerce. Voilà, je cherchais ce que vous aviez dit. Bon, il est essentiel de soutenir aujourd'hui le commerce qui fait face à de nombreuses difficultés, qui fait face à Internet, qui fait face à diverses menaces. Donc le commerce de proximité, il est essentiel. Il faut vraiment écouter les commerçants, leur faire confiance. Il faut développer à nouveau beaucoup d'animations en centre-ville et dans les autres quartiers de la ville. J'ai fait le tour à peu près de tous les commerçants de la ville de Sète, dans tous les quartiers. C'est très difficile. Ça passe par la sécurité, ça passe par l'environnement, la végétalisation, le respect du stationnement, les déposes minutes. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place effectivement pour, en tous les cas, garantir que le commerce de proximité, le commerce local va pouvoir se maintenir. Donc là, il faut être très volontaire aussi, main dans la main avec les commerçants, c'est essentiel. Ensuite, voilà, le tourisme, ça peut effectivement générer un certain nombre d'effets pervers. On a proposé de créer des parkings silos à l'extérieur de la ville pour que les non-résidents puissent y stationner avant de se rendre en ville par d'autres moyens de mobilité plus douce, par exemple. On a proposé aussi la mise en place d'un vaporetto. Moi, plus globalement, si vous voulez, c'est la question de notre modèle. Voilà, on a dit qu'on voulait que cette reste active, reste dynamique. Le tourisme, c'est un levier majeur de ce dynamisme et de cette vitalité. Mais en revanche, ça ne peut plus être à n'importe quel prix. Donc là, il faut trouver les bons équilibres pour que tout le monde y trouve son compte. On dit souvent qu'il y a l'été, il y a les touristes l'été, et puis que l'hiver, il reste que les Sétois. Est-ce qu'on peut aller vers un tourisme qui dure toute l'année et pas seulement dans les 2-3 mois d'été? Moi, je pense que la culture, jusqu'ici, a plutôt contribué à élargir effectivement cette saisonnalité du tourisme, puisque on voit qu'à 7 maintenant, y compris en hiver, le week-end, il y a quand même pas mal de gens qui viennent. Au-delà du tourisme, c'est surtout sur le volet économique dans son ensemble qu'il faut parier sur d'autres secteurs, c'est actionner d'autres leviers pour arriver effectivement à ce qu'il y ait de l'activité toute l'année. Donc là, c'est tous les sujets qui touchent à la réindustrialisation vertueuse du territoire, tous les métiers liés à l'environnement, à l'économie littorale, maritime, les industries culturelles et créatives, je viens de le dire, qui évidemment sont importantes. Et sur la question de l'économie aussi, donc soutenir toutes nos activités traditionnelles, donc la pêche, la conchyliculture,
voilà, qui sont à la fois l'identité de la ville, qui sont des gisements d'emplois et d'activités, et qui, en tous les cas, ont un avenir. On ne voit pas la ville, en tous les cas, l'avenir de la ville qui ne passerait pas par le maintien de l'activité de la pêche. Il y a une pêche possible demain. Elle est de plus en plus durable, cette pêche. Les professionnels font beaucoup d'efforts. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut activer pour, je dirais, rendre notre activité, au-delà du tourisme, la plus annuelle possible. Voilà, ça c'est important. Je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie participative? Alors, c'est un sujet qui est un peu vague, mais qui revient beaucoup, notamment auprès des jeunes ces dernières années. Certains candidats l'utilisent même pendant leur campagne, après avoir été élus dans d'autres villes en France. Quelle est votre position par rapport à cela? Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure pour les jeunes, ça vaut plus globalement pour ce sujet de la démocratie participative. Je, je- il est essentiel pour moi d'écouter davantage. Donc on a des conseillers de quartier, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut reconsidérer ou mieux considérer leur position dans la vie municipale. On a un conseil citoyen dont j'ai pas entendu beaucoup parler en termes de Mhm. fonctionnement, sauf erreur, voilà, il fonctionne pas beaucoup. Donc je pense qu'un conseil citoyen mérite d'être aussi plus activé, plus actif. Euh, dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est les remontées de proximité. Et donc, il faut écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va confier les clés de la mairie aux citoyens. En revanche, je pense qu'il faut davantage les associer à la vie municipale, au fonctionnement de la ville. On peut même attribuer un budget participatif à ce conseil citoyen, à ces conseillers de quartier. On pourrait avoir des représentants de chaque conseil de quartier qui siègent dans cette instance citoyenne. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est essentiel d'améliorer la pratique démocratique, la transparence aussi, on l'a dit. Bon, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il faut rompre. Ça vaut aussi d'ailleurs la démocratie par l'écoute, en tous les cas, ou la considération qu'on peut avoir pour l'opposition. Je pense que une gestion municipale qui est trop autocratique ou trop unilatérale, après, c'est toujours des retours de bâton. Moi, je suis plutôt pour le dialogue, la communication. Je pense que les élus d'opposition sont des vrais élus. Et donc, je pense qu'il faut aussi des instances. On l'a proposé là pour ce qui était justement le suivi de la gestion municipale. On a proposé une commission ad hoc où siégeraient des élus de l'opposition et des experts indépendants. Je pense que d'une manière générale, il faut améliorer l'écoute et la communication. Enfin, il faut sortir des archaïsmes. On a maintenant le devoir de mieux écouter et de mieux associer tout le monde au fonctionnement de la vie. On n'est que des représentants Oui. des citoyens quand on est élu, et on est des représentants de tous les citoyens, pas uniquement d'une majorité. Vous venez d'en parler un petit peu de l'opposition, de tout ce qui tourne autour. Il y a eu aussi un conseil municipal il y a quelques semaines ou quelques mois qui a duré presque 8 heures. Ça pose aussi des questions par rapport à l'organisation, par rapport à la démocratie. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est ce que je viens de dire. Je pense que cette doit évoluer aussi là-dessus. On doit rompre avec un certain nombre de pratiques. Je ne fais de reproches à personne. Gérer une ville, c'est une chose sérieuse qui appelle de la responsabilité, de la dignité, du respect. Du respect. Et effectivement, bon, quand je vois la pratique de certains en conseil municipal, je ne suis pas le seul. Des fois, j'ai mal un peu à ma ville, quoi, hein. Ça donne une image déplorable. Bon, alors qu'il y a beaucoup de compétences qui sont réunies au sein du conseil, il n'y a pas de doute là-dessus, mais honnêtement, c'est très théâtral. On a l'impression d'être dans un film de Don Camillo. Bon, ça commence un peu à dater. Je pense qu'il est temps de se moderniser sur la pratique démocratique, et notamment un conseil municipal. Dans quelques semaines, il va y avoir, enfin quelques semaines, quelques mois, il va y avoir les élections municipales Mm. de la ville de Sète. Donc forcément, vous êtes impliqué. Dans un an, il y aura les élections présidentielles. Si vous deviez retenir un candidat parmi les potentiels candidats à cette élection présidentielle pour pouvoir guider les gens aussi par rapport à votre position politique, est-ce qu'il y aurait un candidat qui sortirait ou un parti politique qui sortirait un peu plus du lot que les autres pour ces Je élections ne sais même présidentielles? pas qui c'est qui est candidat encore pour l'instant. Je ne sais pas s'il est candidat déclaré.
Bon, mais là, c'est vraiment deux choses qui sont extrêmement différentes, mais c'est une très bonne question. Euh, Écoutez, nous, on a, pour ce qui concerne le local, donc on propose et on porte une candidature sans étiquette. Sans étiquette, ça ne veut pas dire sans conviction. Bon, moi, pour ce qui me concerne, je suis plutôt de sensibilité de droite, d'une droite modérée, mais aussi d'une droite sociale. Parce que, comme je l'ai exprimé, en tous les cas, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, je n'aime pas laisser les gens au bord du chemin. Donc, je pense que je suis plutôt pour la création de richesses, la création de valeur ajoutée. Je suis plutôt pour le développement, parce que c'est plutôt par là qu'on arrive à financer justement notre système social, etc. Si on avait un système qui ne reposait que sur l'assistanat et que sur le social, on aurait un problème pour le financer. Donc je pense que l'équilibre passe par la création de richesses et la création de valeur ajoutée. En ce sens, je suis plutôt d'une sensibilité de droite. En revanche, voilà, j'ai aussi une sensibilité sociale et il est essentiel d'une part que le système n'oublie personne. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et après, je suis aussi très porté sur les services publics. Je regrette simplement que la fiscalité en France est toujours de plus en plus forte et que les services publics en face, malheureusement, sont de plus en plus difficilement financés et pas forcément toujours avec la qualité de service au bout. Donc, les candidats à la présidentielle, je ne saurais pas vous répondre. En revanche, voilà, j'ai plutôt une sensibilité de droite modérée, mais de droite sociale. Voilà. Non aux extrêmes, du coup. Plutôt non aux extrêmes, mais enfin, j'ai lu encore un article dans le journal local, l'excellent quotidien régional, moi, ce qui me dérange un peu, si vous voulez, c'est de stigmatiser. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui se sont réfugiés dans les extrêmes, c'est que ça fait peut-être 20, 30, 40 ou 50 ans, voilà, que les gens ne se sentent pas écoutés. Donc moi, je suis pas pour les extrêmes, mais je peux comprendre que les gens en aient ras-le-bol et qu'ils aient envie un peu de renverser la table. Voilà. Donc, les gens qui vont dans les extrêmes, ce sont des électeurs, ce sont des Sétois, ce sont des Français. Et je dirais, à partir du moment où ils votent, ce sont quand même des démocrates, puisqu'ils ils votent, ils respectent l'acte citoyen d'aller voter. Après, voilà, sur la question du fond des extrêmes, là, on peut discuter. Mais je n'aime pas qu'on stigmatise les gens qui se réfugient ou qui, à un moment donné, basculent dans les extrêmes. Parce que quand on voit ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans en France, moi, je pense qu'on peut aussi le comprendre. Voilà. Mais à partir du moment où vous vous exprimez de manière citoyenne et que vous participez au vote, moi, je pense que déjà, de ce point de vue-là, vous n'avez pas le droit d'être pointé du doigt. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre sur les idées. Au micro de Zetounian. Maintenant, je vais poser la question qui fâche. Je l'ai nommé comme ça. J'ai fait le tour de toutes les réunions publiques. Depuis le début de la campagne, j'ai tout suivi, que ce soit vos réunions à vous et tous les autres candidats. Et j'échange beaucoup avec les gens qui sont présents à toutes les réunions. Et je leur ai demandé souvent ce qu'ils pensaient des candidats, des dynamiques, pour moi me faire moi aussi ma propre idée, pour pouvoir aussi le faire ressortir après nous dans nos émissions. Une critique qui revenait beaucoup sur vous, Pascal Peintre, c'était que beaucoup de gens disent que Marquès Peintre, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Dans le sens où c'est pas une critique, bien sûr, je ne veux pas de critique. Non, c'est l'expression qui fait. C'est pour dire que vous venez un petit peu du même côté politique. Vous avez quand même des choses en commun, même s'il y a aussi des divergences, on le voit dans les dernières semaines. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ça, les gens qui pensent que voter Pascal Peintre, c'est un petit peu comme voter Hervé Marquès? Comment vous pourriez leur prouver le contraire? Pour moi, d'abord, j'accepte la critique. Je ne sais pas si c'est une différence, mais c'est important de le souligner. Écoutez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon, d'abord, on est dans une élection locale. Je ne crois pas aux logiques partisanes. Donc, même si j'ai une sensibilité, je ne pense pas que ce soit le fait d'être de droite ou de gauche qui va améliorer le quotidien des Sétois. Moi, je suis convaincu qu'il faut discuter avec tout le monde pour faire avancer les dossiers et surtout faire avancer cette dans la bonne direction et répondre aux attentes des gens. Ensuite, moi, dire qu'on vienne du même camp, écoutez, moi, j'ai jamais fait de politique politicienne jusqu'en 2020 où François Commen m'avait proposé effectivement de participer à sa campagne. Je l'ai fait loyalement.
Je l'ai fait avec conviction, mais avec l'idée de faire avancer la ville. J'ai pas de problème avec ça. Et j'ai toujours été d'un engagement total et d'une extrême loyauté. À partir du moment où François Comène n'était plus qualifié pour se présenter, moi j'ai considéré que chacun reprenait sa liberté. Voilà. Donc Hervé Marquès, il a fait son parcours. Moi je fais le mien. Je pense que localement, ce qui est important, c'est un triptyque en fait, l'élection. Hein. D'abord, c'est un candidat. Ensuite, c'est un projet. Et évidemment, c'est une équipe. Donc moi, j'ai des convictions qui ne datent pas d'hier. J'ai un amour profond pour ma ville. Et voilà, j'ai dit, je ne suis l'héritier de personne. On n'est pas dans une monarchie ici. On est dans la ville de Sète. Et il est heureux quand même que tout un chacun puisse à un moment donné exprimer ou porter quelque chose dans le cadre d'une élection municipale. Ça fait 30 ans que je travaille au service de l'intérêt général, du territoire. Donc j'aime ma ville. Et il me semble qu'aujourd'hui, elle doit faire face à de nouveaux défis, elle doit prendre un certain nombre de virages. Ce n'est pas la question de Peintre ou de Marquès. C'est la question que nous sortons d'un cycle de 25 ans et que je considère que continuer sur le même rythme, avec les mêmes orientations pour les 10, 15 ou 20 prochaines années, je pense que ce serait très mauvais pour la ville. Et c'est ça qui nous anime et c'est ça qui nous a fait y aller. J'ai l'impression que si on continue avec la même matrice, et j'ai bien noté que le maire ne voulait pas dilapider l'héritage de François Comène, il n'est pas question de ça, il est question de savoir dans quelle direction on va. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup la continuité d'un côté et il y a un peu le renouveau de l'autre. Voilà. Après, moi, je ne tire sur personne. Nous faisons une campagne propre. Je respecte tous les candidats. Je les respecte profondément. Chacun a le droit d'exprimer des sensibilités différentes et ensuite, ce sera aux toi de faire leur choix. Voilà. Souvent sur une liste, sur les listes à 7, il y a souvent le jouteur sportif ou les jouteurs sportifs. Pour mettre en avant aussi un petit peu votre liste, est-ce que vous pouvez mettre en avant peut-être des noms que vous avez ou des personnes que vous avez sur votre liste jouteurs sportifs? C'est parce que forcément nous ça nous touche un petit peu plus à RSL puisqu'on fait des émissions joutes et sport. Mais enfin, est-ce que vous pouvez un petit peu mettre en avant ce côté-là de votre liste et de votre équipe? D'abord dire un seul mot sur cette liste. On est vraiment allé chercher de la compétence. Moi, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, c'est que on propose un socle solide. Moi, seul, on n'est rien. Donc, je suis très heureux d'avoir regroupé des Sétoises et des Sétois qui ont vraiment de la compétence et des convictions, des parcours de vie, des parcours professionnels. Pour vous répondre plus directement, je les ai cités un peu tout à l'heure, les deux sportifs jouteurs. Donc, il y a Loïc Delia qui est le coprésident de la PSM. Voilà, il était un beau joueur également, famille de jouteurs, famille de pêcheurs. C'est important, on est vraiment là au cœur d'identité de Sète. Et Anthony Digori également, famille de pêcheurs et jouteur émérite. Lui aussi, voilà deux. Après, sur le sport, on a aussi Mohamed Rakrouki qui est le professeur de tennis du TC du Barou. Voilà, donc voilà pour citer trois noms comme ça à la volée de l'équipe qui m'entoure. Si vous pouviez surtout poser une question à un ou une autre candidat ou candidate à cette élection, ça vous vient ou pas plus que ça? Écoutez, là comme ça, pas tout de suite, pris au dépourvu, non. Moi, la question que je souhaiterais poser, c'est quelle vision de Sète à 20 ans après, effectivement, avoir pris en compte tout ce qui s'était passé ces 20 dernières années. Voilà. C'est clair, c'est quelle ville on veut demain. Moi, c'est la question que je poserai. Moi, j'ai une réponse claire, nette et précise. C'est, en tous les cas, la ville qui intégrera le mieux ce nouvel équilibre entre le respect de l'authenticité et de la singularité et effectivement du dynamisme. Donc, je l'ai dit, peut-être en conclusion, on refuse cette ville à 60 000 habitants. On refuse d'une ville qui poursuive activement cet urbanisme. On veut d'une ville qui soit active par le développement économique, par la création d'emplois, mais surtout donc, qui se développe plus à n'importe quel prix. Voilà. Quel est le prix qu'on est prêt à concéder pour faire que cette soit toujours
une belle ville avec des Sétoises et des Sétois heureux, des néo-Sétois heureux aussi, hein, puisqu'ils font partie intégrante de la ville, et comment on gère ce bon équilibre entre cette attractivité, cette notoriété et le respect de notre cadre de vie. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin pour essayer de convaincre pour votre liste Agir pour 7 et de se déplacer le 15 et 22 mars pour voter pour vous, Pascal Peintre. Écoutez, le mot de la fin, il est un peu plus solennel. Je pense que tout le monde, on l'a dit tout à l'heure, a le droit d'exprimer une opinion, de porter un projet, porter des convictions. Ce qui est essentiel, c'est que chaque candidat soit respecté. Par moments, je n'ai que trop le sentiment que ce ne soit pas le cas. On n'a versé ni dans la victimisation, ni dans les attaques. On porte une campagne digne. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque Sétoise et chaque Sétois ait la liberté de choix et la liberté d'opinion. On ne vote pas par obligation, on vote par adhésion. Et donc, je demande à toutes les Sétoises et à tous les Sétois de faire preuve de courage, de lucidité, et d'aller effectivement voter pour exprimer une conviction pour l'avenir, pour la ville, loin de ce climat qu'on peut trouver dans les campagnes et qui est vraiment d'une tristesse inouïe et qui est par moments aussi inacceptable. Voilà. Donc, faire preuve de liberté et d'indépendance et de s'exprimer vraiment en toute liberté sur les choix qui seront proposés. Merci Pascal Peintre pour cet entretien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien et pour cette invitation. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous.